Alors, première indication, l'hypertension artérielle. Vous reconnaissez le petit schéma de l'autre jour. Il faut être très simple. Ce sont d'abord des bradycardisants. Comme ils sont bradycardisants, les bêta-bloquants diminuent le débit cardiaque. Ils diminuent le débit cardiaque pour la simple et bonne raison que le débit cardiaque, c'est le produit du volume d'éjection systolique et de la fréquence cardiaque. Si vous devez nuancer l'effet des bêta-bloquants, sachez que l'effet sur la fréquence l'emporte de très loin sur l'effet inotrope négatif. Ils sont beaucoup plus bradycardisants qu'ils ne sont inotropes négatifs. Donc il peut y avoir un petit effet I-, mais sur un myocarde normal, c'est d'abord des bloqueurs de fréquence. Première constatation. Deuxième constatation, il y a des années, les pharmacologues ont été étonnés de voir que, alors qu'ils avaient des profils tout à fait différents, ils pouvaient baisser la pression artérielle de la même amplitude. Et comme la pression artérielle est le produit du débit cardiaque par la résistance périphérique, eh bien, certains ont décidé de regarder comment ils se situaient pour l'un et l'autre des composants. Ben, vous voyez qu'ils sont à peu près tous sur la même ligne. Je pourrais vous en rajouter 10 molécules. Elles sont à peu près sur la même ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains, comme l'athénolol, on pourrait même mettre le propranolol aussi ici, sont des médicaments qui essentiellement diminuent le débit cardiaque. Souvent, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que ça, c'est diminution du débit cardiaque max, min. Forte diminution du débit cardiaque, faible diminution du débit cardiaque. Et puis, vous regardez ce que ceux qui diminuent beaucoup le débit cardiaque font sur les résistances périphériques. Ils ne les baissent pas, mais de manière attendue, ils les augmentent. Et c'est une propriété baroréflexe. En revanche, le nébivolol, qui est un bêta-bloquant vasodilatateur, qui est un donneur de NO, eh bien, parce qu'il est donneur de NO, il est vasodilatateur, et donc il va diminuer la résistance périphérique. Mais aussi, c'est un plus faible bêta-1 bloquant. Ou alors, vous pouvez vous dire qu'on a trouvé la dose qui permet d'entraîner le même niveau de pression artérielle. Si vous donniez des fortes doses de nébivolol, vous auriez une forte dose de débit cardiaque. C'est possible aussi. Donc, le céliprolol est un bêta-1 antagoniste, bêta-2 agoniste, et c'est pour ça qu'il est vasodilatateur. Donc retenez bien ça, cette baisse des résistances périphériques n'est pas intuitive, elle survient parce qu'ils ont des propriétés vasodilatatrices, et en général, il y a une augmentation réflexe des résistances périphériques. Donc pour ce qui est bêta-bloquant non vasodilatateur, on l'explique de la manière suivante que vous avez vu à l'ED. Le débit cardiaque est essentiellement lié, la baisse du débit cardiaque est liée à un effet bradycardisant, mais elle induit une baisse de pression artérielle qui active les barorécepteurs, qui entraîne une activation sympathique. Au niveau du cœur, l'activation sympathique s'associe à ce qu'on appelle le retrait vagal, une diminution du tonus vagal. Tout ça, ça accélère la fréquence cardiaque. Mais surtout, on oublie très souvent qu'il y a une vasoconstriction adrénergique, enfin vasoconstriction, qui est d'origine adrénergique par activation des récepteurs alpha-adrénergiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet indirect. Et en pharmacologie, je vous le dis depuis le début, c'est toujours une compensation des effets directs par les effets indirects. Qu'est-ce qu'elle va faire, la vasoconstriction? La vasoconstriction, elle va persister malgré la bradycardie. Et là, globalement, vous aurez quand même une baisse de pression artérielle, pour que ce soit un peu simple et mathématique. Je vous ai mis surtout une baisse du débit cardiaque et peu d'augmentation de la résistance périphérique. Donc ça, c'est ce qui concerne les bêta-bloquants non vasodilatateurs. Ils sont non vasodilatateurs, ils laissent s'exprimer la vasoconstriction en rouge ici. Maintenant, les bêta-bloquants vasodilatateurs, ils ont un effet vasodilatateur, donc ils baissent les résistances périphériques par effet agoniste bêta-2 adrénergique ou NO, et qui va s'opposer à la vasoconstriction. Et en fait, leur effet direct l'emporte sur l'effet indirect. Ce qui fait que l'effet résultant, c'est une baisse de pression, mais la baisse de débit cardiaque est relativement modérée, en tout cas plus modérée qu'avec les bêta-bloquants non vasodilatateurs, et elle s'associe à une baisse des résistances périphériques.
Ce qui, d'une certaine façon, n'est pas si mal, puisque l'hypertension artérielle, c'est quand même essentiellement une augmentation des résistances périphériques. Donc notez bien la différence entre ceux qui sont non vasodilatateurs et ceux qui sont vasodilatateurs. Donc les bêta-bloquants sont indiqués comme traitement de mise en route et comme traitement entretien du traitement antihypertenseur, aussi bien en monothérapie qu'en association avec un autre antihypertenseur. C'est la première fois que je vous montre des recommandations. De temps en temps, je vous montre un peu des recommandations, parce que là, on est en thérapeutique. On est sorti de la pharmacologie, on est en thérapeutique. En thérapeutique, qu'est-ce qu'on regarde? Les recommandations internationales. Voilà les recommandations internationales du traitement de l'hypertension artérielle. Et vous voyez, on voit que les bêta-bloquants, les antagonistes calciques, les diurétiques, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, 1, 2, 3, 4, je vous ai déjà parlé de 4 classes pharmacologiques, sont indiqués pour la mise en route et l'entretien du traitement. On peut les associer à n'importe quel autre antihypertenseur. Et vous voyez ici des traits pleins qui veut dire on privilégie ces associations, des traits rouges qui disent « ah, c'est interdit », et puis des traits pointillés qui disent « pourquoi pas ». Et tout de suite, vous voyez un trait pointillé qui relie bêta-bloquant et antagoniste calcique. Et vous vous dites « oui, pourquoi pas, c'est autorisé à condition que ces antagonistes calciques soient des dihydropyridines, mais pas du verapamil et du diltiazem ». Et d'une manière générale, on va plutôt utiliser comme traitement antihypertenseur des diurétiques et des inhibiteurs d'enzymes de conversion, ou des diurétiques et des antagonistes des récepteurs AT1, ou encore mieux, soit un de ces deux bloqueurs du système immunoangiotensine et un antagoniste calcique. Donc juste pour vous montrer, je ne le fais pas à chaque fois, mais juste pour vous montrer à quel point la pharmacologie explique la thérapeutique. Les bases pharmacologiques sont capitales pour faire les choix thérapeutiques. Alors on change de manifestation et on passe à l'angor. Le rationnel pharmacologique. Oh, tous les deux là. Oh, vous parlerez après. Moi, j'entends tout ce que vous dites. Et vos collègues aussi. Donc, deuxième indication, l'insuffisance coronaire. L'insuffisance coronaire, un maître mot, la consommation d'oxygène. Voilà. Il faut diminuer la consommation d'oxygène. Alors, bien entendu, il y a d'autres procédés, c'est-à-dire qu'on peut restaurer la circulation, on va le voir. Là, vous avez une jolie sténose d'une artère du réseau gauche. Donc vous allez faire une angioplastie, restaurer le débit, mais peut-être en attendant ou au décours, des bêta-bloquants seront indiqués. Et là, l'idée, c'est de diminuer la consommation d'oxygène. On a 3 facteurs. Je vous l'ai appris pour les dérivés nitrés, pour les antagonistes calciques. Je vous le redis ici, c'est exactement la même diapo. Ces 3 facteurs sont la fréquence cardiaque, d'abord, la contractilité ensuite, et la tension pariétale. Et la tension pariétale, elle est directement proportionnelle à la pression artérielle. Et puis, au volume du ventricule gauche, qu'on appelle la précharge, le volume télédiastolique du ventricule gauche, et puis à l'épaisseur du ventricule. Voilà. Si on veut faire un peu de mécanique. Mais globalement, ces 3 facteurs sont consommateurs d'oxygène. Donc si je baisse la pression artérielle, si j'utilise un médicament inotrope négatif et si je ralentis la fréquence cardiaque, j'agis sur chacun de ces facteurs. Mais il est moins dangereux d'être bradycardisant que d'être inotrope négatif. Donc, voilà, l'insuffisance coronaire, c'est un déséquilibre en cas d'une augmentation des besoins en oxygène par limitation des apports. Donc, que vont faire les bêta-bloquants? Ils ne vont pas changer les apports. Ce ne sont pas des vasodilatateurs. Alors qu'on a vu que les dérivés nitrés, les antagonistes calciques, augmentaient les apports. Ben non, pas avec les bêta-bloquants. En revanche, les bêta-bloquants, peut-être mieux que les dérivés nitrés et les antagonistes calciques, verapamil, diltiazem, souvenez-vous, vont diminuer la consommation d'oxygène et ils vont agir sur tous les facteurs. Les facteurs de tension, on baisse la pression,
les facteurs de contractilité, inotropes négatifs, et les facteurs de fréquence cardiaque qui sont bradycardisants. Donc pareil, vous hiérarchisez et vous dites s'il y a un facteur parmi les trois que je dois retenir, c'est d'abord la bradycardie. Le deuxième facteur, bon, je mettrai à égalité la tension pariétale et la contractilité, c'est-à-dire la pression, la baisse de pression et l'effet inotrope négatif. Donc, ce ne sont pas des médicaments qui augmentent les apports, ce sont des médicaments qui diminuent les besoins. Et chaque fois que vous raisonnez en pharmacologie de l'insuffisance coronaire, vous pensez à cette balance apport-besoin.